C'est une façon évidemment de terroriser et d'accentuer la pression sur la capitale. C'est poursuivre toute cette stratégie de l'encerclement. Et quand on voit ensuite ces scènes à Kiev dans les trains qui sont absolument bondés, tout ce sauve-qui-peut général, on comprend que voilà, cette stratégie d'intimidation, quand même, elle marque des points parce que évidemment, il y a une volonté de partir parce qu'on sent bien à Kiev que le piège est en train de se refermer, que l'étau est en train de se resserrer. Donc Jytomyr, voilà, carrefour stratégique à l'ouest de Kiev, qui est en ce moment, enfin qui a été cette nuit bombardé de manière très forte par les forces russes. Général, vous confirmez qu'il y a cette stratégie d'intimidation avec ce nouveau front qui s'est ouvert à l'ouest face à la résistance ukrainienne? Oui, oui, c'est sûr. Comme vous le disiez, Jytomyr, c'est très intéressant sur le plan stratégique. C'est un nœud ferroviaire, c'est un nœud routier qui ouvre l'ouest et qui rejoint aussi Kiev. Donc c'est une cible très intéressante militairement. On a Zoriana Aniak, vous qui représentez les étudiants ukrainiens de France. Comment ce matin vous percevez cette offensive russe qui s'est intensifiée partout dans le pays et notamment maintenant à l'ouest? Je pense que ça va dans la continuité de ce que Poutine avait prévu depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il n'allait pas seulement s'arrêter à la Crimée et au Donbass, il voulait vraiment... Il veut toute l'Ukraine depuis un certain nombre d'années parce qu'il considère que l'Ukraine est le berceau de la Russie. Ce qui est faux, et voilà où on en est aujourd'hui. Et personne n'y croyait il y a 8 ans quand tout a commencé. Est-ce que vous pensez que cette stratégie d'intimidation, de terreur peut déstabiliser les Ukrainiens qui jusqu'ici ont manifesté une grande détermination? Non, parce que les Ukrainiens savent à qui ils ont affaire. Hein. Ils sont déjà en guerre depuis 8 ans contre la Russie et ils ont été sous domination russe pendant 300 ans. Donc je pense qu'ils s'y attendaient et ils sont prêts à résister jusqu'au bout. Guillaume Clossa, comment vous interprétez cette stratégie de l'armée russe ce matin? Moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit. J'étais directeur de l'Union européenne de radio-télévision il y a quelques années et on a aidé la télévision publique ukrainienne à fournir des programmes de qualité indépendants qui permettent d'avoir une vraie diversité de points de vue. Et je pense que ça a été vraiment fondamental aussi dans l'émancipation des Ukrainiens par rapport à toute la propagande russe, qui est une propagande vraiment de long terme, oui, qui date d'il y a déjà une quinzaine d'années. Tout à l'heure, on parlait du fait que Poutine avait un objectif stratégique qui était de fixer l'agenda dans les États membres de l'Union européenne au moment des élections. Et le fait qu'on parle de souveraineté nationale, de migration en France, n'était absolument pas un hasard. C'est quelque chose qui était voulu de longue date. Et finalement, nous avons tous marché. Et là, dans cette stratégie de communication, là, c'est plus une stratégie de la conviction. Et c'est un aveu d'échec. C'est une stratégie de la peur. C'est ça. C'est une stratégie de la peur. Et je dirais, pensez un petit peu dans l'urgence, parce que le problème, c'est qu'il a aussi un front intérieur, et qu'au niveau intérieur, on voit qu'il y a quand même une dissociation entre l'unanimisme que nous pensions de la société russe et la réalité. On voit que des grands sportifs, des grands intellectuels, des grands industriels, et disent attention, il faut la paix. Il faut la paix. Et même le dirigeant chinois qui n'a pas voté au Conseil de sécurité lors du dernier échange, qui a dit rétablit la paix. Le peuple ne veut pas faire la guerre. Donc il y a quand même Est-ce que ce qui se passe ce matin, notamment à Jytomyr, ce n'est pas une réponse à l'unanimité qui a été affichée hier? Moi, je poursuis mon plan. Mais ce n'est pas une réponse dans la mesure où, quoi qu'il lui ait été dit hier, il poursuit son plan. Et donc, quoi qu'on fasse, il poursuit son plan. La seule chose, c'est qu'il se rend compte que les moyens ne sont pas complètement adaptés, que le moral de l'armée n'est pas aussi fort qu'il le pensait, qu'il a besoin de troupes de plus en plus aguerries. D'ailleurs, pourquoi a-t-il demandé aux Tchétchènes de lui envoyer des renforts? C'est qu'il a besoin d'une stratégie de la peur. Il est désespéré, oui. Et donc, il y a quand même, les Tchétchènes quand même, hein, pour celui qui se prétend le phare de l'Europe,
garder les valeurs européennes, religieuses, etc., mobiliser les Tchétchènes qui sont des musulmans fondamentalistes, c'est quand même... Des vrais islamistes. Oui, des vrais islamistes. Hein. C'est quand même... Qu'il a bombardé auparavant. Un aveu total d'échec. Et d'ailleurs, ça pose aussi toute une série de questions par rapport aux dirigeants politiques, je pense à Zemmour, à Marine Le Pen, à d'autres, qui ont soutenu Vladimir Poutine parce que c'était le héros des valeurs. Et on voit que les valeurs, dès qu'il y a un rapport de force, elles volent en éclats. Donc, pour moi, c'est un aveu d'échec, c'est une stratégie de la peur, et quoi que l'on fasse, il continuera. Il continuera, et les Ukrainiens continueront de lui résister. On est dans une guerre d'usure ce matin, générale, à l'ouest, au nord et au sud. Absolument. Poutine a largement sous-estimé la capacité, je dirais, nationaliste ukrainienne. Et les Ukrainiens vont continuer à résister. Et je pense qu'on va passer après dans une forme de guérilla urbaine à l'intérieur des villes, et puis guerre de partisans à l'ouest. Parce qu'à l'ouest, dans les années 41, 42, 43, vous avez eu des partisans qui se sont battus. Alors, ils se sont battus contre les Allemands, ils se sont battus un peu contre les Russes. Ça dépendait des gens. Mais contre les deux. Des deux. Et donc, vous avez cette notion de guérilla à la fois urbaine et dans les forêts de l'Ouest. Et ça peut durer des années. J'aimerais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit, parce que vous avez utilisé le mot nationalisme. Mais ce n'est pas un nationalisme, enfin je parle sous votre contrôle, hein, mais de ce que je comprends et des Ukrainiens que je connais depuis des années, ce n'est pas un nationalisme contre. Non, c'est pas le nationalisme à la française tel qu'on l'entend. C'est un nationalisme universaliste qui considère que l'avenir de l'Ukraine, c'est l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est la dignité, c'est le seul endroit où les États sont considérés comme égaux et où on co-construit son avenir plutôt que de le subir. Exactement. Et donc, moi, j'étais très frappé par les propos et du président Zelensky et du président de l'Assemblée nationale hier, qui a expliqué, mais ce pourquoi nous nous battons, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'Europe et plus exactement l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, c'est le rempart le plus avancé de la civilisation, de la démocratie, de la modernité. Et donc, quelque part, il est plus capable de qualifier ce que nous sommes, que nous sommes, et j'ai l'impression que le combat que vous menez, c'est celui-là. Évidemment, mais peut-être que je me trompe. C'est cette résistance ukrainienne qui est très forte sur le terrain. Catherine André, on a parlé de Kharkiv, de Kiev, de Jitomir, où les Russes espèrent avancer vers l'ouest. On a vraiment plusieurs fronts de bataille ce matin. Oui, pardon, avec un... Excusez-moi. Avec un front qui est capital au sud-est du pays. On le voit, hein, d'ailleurs, c'est là que les troupes russes sont en train de progresser le plus, notamment avec un point chaud, le port de Mariupol. On sait qu'il y a des combats intenses sur place selon les équipes de TF1, des bombardements également qui font que la ville aujourd'hui est privée d'électricité. Mariupol, c'est le poumon industriel du pays, un port stratégique, mais surtout les Russes veulent s'en emparer pour faire la jonction entre leurs troupes venues de Crimée et celles venues par le Donbass, soutenues par les séparatistes pro-russes. Alors l'armée russe dit qu'elle a déjà fait la jonction, que les soldats se sont rejoints, mais pour l'instant, c'est une information qui est très difficile à vérifier, mais on le voit, l'objectif des Russes est clair. Ils veulent s'emparer de cette bande territoriale avec maintenant une question. Vont-ils se diriger vers Odessa, la 3e ville du pays? Pour l'instant, il n'y a pas de bombardement sur place, mais on pense qu'ils sont en train de viser cette ville qui d'ailleurs se barricade avec beaucoup de citoyens ukrainiens qui ont décidé de prendre les armes. Alors, autre point d'inquiétude, je vous propose de regarder cette carte, c'est ces troupes biélorusses qui se sont massées à la frontière avec l'Ukraine. C'est en tout cas ce que dit le gouvernement ukrainien qui a constaté de nombreux mouvements de troupes hier avec notamment une activité importante d'avions dans cette zone frontalière et de convois de véhicules transportant des vivres, ce qui fait craindre à l'État ukrainien d'être attaqué par la Biélorussie qui viendrait en renfort de son allié russe.
Merci Catherine pour ces explications très claires. Vous mentionnez Odessa. On va justement partir à Odessa, dans le sud du pays, retrouver un Français installé sur place. Bonjour Stéphane, merci de nous accorder du temps ce matin. Alors Odessa, c'est peut-être la nouvelle cible de l'armée russe. Comment ça se passe pour vous ce matin? Quel est votre état d'esprit? Pour l'instant, c'est calme, toujours calme. On a eu une grosse, une alerte, je veux dire, et les sirènes là, qui ont pendant à peu près 15 minutes, qui ont retenti pendant 15 minutes, mais ça s'est arrêté. Pour l'instant, rien à signaler. Les magasins se ferment assez tôt maintenant le soir du fait du couvre-feu, qui commence à 7 heures, que les gens aient le temps de rentrer chez eux. Donc les magasins ferment vers 5 heures, 6 heures. Voilà la situation actuelle. Après, pour le reste, ça reste calme. Vous dites le couvre-feu, de quelle heure à quelle heure à Odessa? On a de 7 heures le soir jusqu'à 7 heures le matin, 6-7 heures le matin. Et comment ça se passe la vie au quotidien quand on est dans une ville qui pour l'instant n'est pas encore touchée et que vous voyez ce qui se passe à Kharkiv, qui est bombardé de manière incessante depuis ce matin, à Kiev, mais aussi à Jitomir? Écoutez, pour l'instant, ici, on sent comme dans une ville en plein confinement. Donc, tout le monde reste à la maison, personne ne sort. Il n'y a aucune activité de toute façon. Donc, il y a rien. Le mieux, c'est de rester à la maison et d'attendre et de voir ce que ça va donner. Est-ce que vous échangez avec les habitants de votre quartier? Est-ce que eux sont plus dans l'inquiétude? Est-ce qu'ils se préparent d'une manière ou d'une autre à un assaut? Oui, tout le monde est dans l'inquiétude en fait. De toute façon, quoi qu'il arrive dans une situation pareille, tout le monde est dans l'inquiétude. Surtout qu'en plus, on ne sent pas au canet de nulle part. Donc évidemment, si encore on savait qu'il y avait l'Europe qui nous aurait un peu aidé ou quoi que ce soit, mais du fait qu'on n'a aucune aide de nulle part, donc du coup, évidemment, oui, on est livré à nous-mêmes et c'est dur. Psychologiquement, c'est très dur parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. On imagine votre angoisse. Est-ce que vous avez des consignes, des recommandations qui viennent de l'ambassade de France? L'ambassade de France, c'est maintenant déplacé. L'ambassade de France, honnêtement, pareil, je n'ai pas trop d'assistance non plus. Ils sont déplacés maintenant. Ils m'ont juste appelé une fois au tout début du conflit pour savoir où j'étais et si tout ça allait bien pour moi. Mais je pense aussi parce d'un autre côté, parce qu'on n'a pas de conflit pour l'instant ici à Odessa. Après, peut-être que si les conflits commenceront, peut-être qu'ils me recontacteront. Est-ce que à ce stade, et encore une fois, vous n'y êtes pas, puisque Odessa n'est pas ciblée à l'heure où nous parlons, mais l'armée russe s'interroge, puisqu'on voit que les fronts évoluent et progressent. Est-ce que vous envisagez de partir si jamais Odessa est attaquée? Si Odessa est attaquée, oui, je pense que peut-être que je me déciderai peut-être de partir, oui. Mais pour l'instant, je ne vois pas l'utilité. Enfin, j'en ai pas besoin puisque, comme je vous dis, ici c'est calme. Merci beaucoup Stéphane, expatrié à Odessa, d'avoir pris le temps de nous raconter ce qui se passe en direct en Ukraine. Donc on voit que non seulement ça se passe à l'ouest, dans le nord, et puis que le front au sud du pays pourrait se déplacer jusque là-bas. Oui, le front sud finalement progresse plus vite. C'est la partie dans laquelle il progresse le plus vite, parce que on a cette annonce comme quoi l'un des grands ports qui est juste Kherson, qui est juste à l'ouest de la Crimée, ça y est, a été pris par les Russes aujourd'hui. Il y a cet encerclement de Mariupol, le grand port industriel de l'Ukraine sur les bords de la mer d'Azov. C'est vraiment un objectif stratégique, ça, pour les Russes depuis le début, parce qu'il faut savoir que Mariupol avait été pris un temps en 2014 par les séparatistes du Donbass. C'est vraiment juste à la limite du Donbass. Donc il y a la revanche aujourd'hui des Russes qui donc sont en train d'encercler la ville, la privent d'électricité, la mettent véritablement en état de siège. Et ce qui se passe à Mariupol peut présager ce qui se passera ailleurs, notamment à Kiev. Est-ce qu'on est dans une stratégie de siège de l'armée russe? On voit que dans tous les histoires de siège, on prive d'électricité.
c'est donc ce qui est le cas à Mariupol. Ensuite, l'étape suivante, c'est priver la population d'eau potable pour la forcer à suivre, pour que le siège devienne véritablement intenable. Donc Mariupol, et ils sont dans cette stratégie-là pour l'instant. Est-ce que ce sera le cas demain ou dans les jours qui viennent à Kiev? Évidemment, il va falloir suivre de très près tous ces fronts qui évoluent quand même avec rapidité. Le front sud est le front aujourd'hui où les Russes progressent le plus vite. Combien de temps les Ukrainiens peuvent-ils tenir dans ce contexte avec ces bombardements incessants qui ont repris ce matin, alors qu'ils ne disposent pas de la même force militaire en face? Ils peuvent tenir très longtemps parce qu'ils sont déterminés et qu'ils connaissent leur ennemi. Et la différence fondamentale avec leur ennemi, c'est que eux, ils ont un but, c'est de défendre leur patrie. Leurs ennemis ne savent pas pourquoi ils sont là, en majorité. Je ne parle pas des Wagner et des Tchétchènes, mais je parle des soldats russes lambda qui sont catapultés ici, ils ne savent même pas pourquoi, ils pensent qu'ils sont là pour des entraînements, ils ne comprennent pas pourquoi les Ukrainiens leur veulent du mal, parce que Poutine leur a sans doute dit que les Ukrainiens allaient leur ouvrir les bras. On a retrouvé des téléphones portables sur les cadavres de ces Russes qui sont morts, et les derniers SMS étaient pour leur mère, ils disaient « Maman, je ne sais pas ce que je fais là, j'ai peur ». Est-ce que cette stratégie de terreur, hein, comme on l'a rappelé, avec ces armes qui sont utilisées par l'armée russe, ces bombes thermobariques qui privent d'oxygène ceux qui sont ciblés, ça peut déstabiliser les Ukrainiens qui, jusqu'ici, hein, on ne cesse de le répéter, ont montré leur détermination? Ça peut les déstabiliser, mais ils savent à qui ils ont affaire. Et de toute façon, ils sont cachés, le peuple est caché dans des bunkers, dans des caves, ils se protègent et puis les hommes se battront jusqu'au bout. Et il y a des femmes aussi qui prennent l'uniforme des mères de famille. Donc non, je pense que vraiment, sincèrement, rien ne peut les arrêter. Est-ce que vous estimez que le soutien de la France, de l'Union européenne, des États-Unis est à la hauteur, eux qui ont montré qu'ils faisaient front, on l'a vu avec les images hier soir? Je pense que ça aide beaucoup moralement, oui, parce que les Ukrainiens sont conscients du fait que l'Occident peut intervenir militairement. Mais ça leur fait toujours plaisir parce que c'est vrai qu'ils ont toujours combattu pour leur liberté depuis toujours et ils se sont toujours retrouvés seuls, ils n'ont jamais été reconnus par personne et là pour le coup ça leur donne une reconnaissance et ça leur donne beaucoup de courage, oui. Je pense que c'est important. Guillaume Clossard. J'étais à une réunion de la présidence française, différents responsables des ministères de l'Intérieur la semaine dernière, où il y avait des Tchèques, il y avait des Polonais, et le leitmotiv c'était « combattons l'esprit de Munich ». Vraiment tout faire pour éviter que l'histoire ne se reproduise. Et on voit ce sursaut des Européens quand même qui est considérable, parce que ce ne sont que des sanctions, mais on n'a jamais pris aussi vite autant de sanctions, et la conscience que c'est un tournant historique qui se joue. Et d'ailleurs, l'unanimisme hier, après le passage du président Zelensky au Parlement européen, où tous les présents de tous les partis, de l'extrême gauche et à l'extrême droite, étaient debout en train de l'applaudir. Oui. Et toutes les chaînes info de l'Union européenne, qui traitent très peu le sujet européen de manière générale, et le Parlement européen en particulier, qui reprenaient en direct ce qui se passait. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Je pense que le travail que les Ukrainiens font dans l'Union européenne et de préparation que vous avez fait depuis des années en vérité est aussi assez remarquable parce qu'on comprend. Et je pense aussi que le charisme du président ukrainien, mais globalement des élites ukrainiennes, parce que j'ai croisé le vice-premier ministre, le maire de Kiev, sont des gens qui parlent directement avec le sens de l'histoire. Il n'y a pas de mots perdus, mais chaque mot s'inscrit dans une perspective historique. Ils n'ont même pas besoin de rappeler le contexte, et ça nous touche, et c'est une arme de soutien massif. Mais de l'autre côté, moi, ce que je me dis, c'est que d'un côté, les Russes essaient de déstabiliser la population ukrainienne et les Européens, et que nous, il faut qu'on continue à communiquer avec le plus de Russes possible pour expliquer ce qui se passe, parce que je pense que Poutine surestime le soutien intérieur. Oui, exactement. Et qu'il ne faut pas laisser ce terrain, et que nous-mêmes, il faut qu'on soit beaucoup plus offensif à tous les niveaux, parce que c'est une bataille... c'est une guerre de communication, oui, évidemment. Oui, mais c'est une bataille de système. Sur le terrain. Avant de repartir à Kharkiv, Julien Arnaud, on imagine que l'Élysée, qui est en ce moment concentré sur son Conseil de défense et de sécurité, regarde ces images et l'intensification de l'offensive russe
au nord, à l'ouest et au sud. Bien évidemment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, des conseils de défense qui se multiplient, j'allais dire presque à intervalles réguliers depuis le lancement de cette offensive russe, de cette guerre en Ukraine. Et Emmanuel Macron, bien évidemment, conseil de défense aujourd'hui. Quand est-ce qu'il y aura une éventuelle prise de parole de situation? Ça, on ne sait rien, mais ce qui est important du point de vue de l'Elysée, c'est surtout de ne pas couper la ligne, j'allais dire, le téléphone rouge avec Vladimir Poutine. Alors, on n'est plus entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais c'est entre Paris et Moscou aujourd'hui, entre la France et la Russie. Mais cette ligne, elle est importante pour Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est peut-être l'un des rares dirigeants qui a encore un lien de discussion avec Vladimir Poutine, même si d'après leur dernier appel qui était lundi, ça a été assez tendu, sans concession, nous a-t-on dit, de part et d'autre. Mais pour l'Elysée, il est important de maintenir, je dirais, ce lien et de pouvoir explorer toutes les options qui peuvent être encore sur la table. Même si au départ, on voyait bien que Emmanuel Macron voulait éviter d'arriver là où on en est, d'essayer de convaincre Vladimir Poutine de ne pas y aller. Ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, il s'agit aussi pour Emmanuel Macron, on l'a vu à travers le discours notamment de Jean Castex, du Premier ministre hier à l'Assemblée, c'est d'être avant tout derrière l'Ukraine, derrière Kiev. Quand les mots sont employés de dictateur envers Vladimir Poutine au sein de l'hémicycle, on voit bien la tonalité qui est donnée. Quand le ministre de l'économie parle de guerre économique, même si ensuite il revient sur ses propos, voilà, parce que ça a été très tendu, ça a secoué aussi, mais on voit bien que l'offensive, elle est menée contre Vladimir Poutine du point de vue de Paris. Donc c'est ça aujourd'hui, et en Conseil de défense, eh bien, on fait le point sur la situation militaire, on fait le point sur les sanctions éventuelles qui peuvent encore être rajoutées, et puis aussi, c'est toujours ce lien, et que dire à Vladimir Poutine. Le soutien à l'Ukraine qui accuse Moscou de vouloir effacer le pays et son histoire. Nous partirons dans un instant à Kharkiv, qui est la cible de bombardements incessants. Les pompiers sont à pied d'œuvre après l'incendie de l'hôtel de police suite à une nouvelle frappe aérienne.